La blockchain, c'est déjà une technologie. Donc, on dira une technologie de stockage et de transmission de données d'information. On a eu le premier bloc de Bitcoin le 3 janvier 2009. Et depuis ce temps, quand ce bloc a eu le nombre de transactions données, comme je l'avais dit, il y a un nouveau bloc qui s'est créé. Mais entre ces deux blocs, il y a un lien. La blockchain, elle a une technologie, elle a une base de données, elle est carrément différente de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Quant à elles, qui sont une monnaie numérique. Blockchain, Ethereum ou encore les crypto-monnaies, derrière ces termes se cache une technologie clé qu'on appelle communément la blockchain. Mais comment fonctionne la blockchain? Comment elle est constituée? Et quels sont ses domaines d'application? Si vous posez ces questions, alors vous êtes à la meilleure place. Aujourd'hui, nous allons parler de blockchain, nous allons décortiquer le sujet, nous allons dire les coins, nous allons aborder tous les coins, je vais dire, et recoins. Et pour cela, nous recevons un expert. Nous recevons un expert, mais qui a plusieurs casquettes. Et d'ici là, vous aurez l'opportunité de savoir de qui il est question. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous parlerons de blockchain, nous parlerons de crypto-monnaie. Et nous recevons M. Edouard. Alors, M. Edouard, bonjour. Bonjour Johannes, Comment allez-vous? je vais super bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Donc, je le disais à l'entame que nous recevons un expert, mais qui est un expert spécial. Spécial, je vais dire, parce qu'il a plusieurs casquettes. Donc, je vais laisser M. Edouard se présenter afin que vous compreniez de qui il est question. Je suis sûr que beaucoup de personnes l'ont déjà reconnu, donc je lui laisse le soin de se présenter. Merci Johannes. Voilà. Bonjour toute la communauté EasyChange. Je suis Edouard Koublenou, CEO de EasyChange. Je suis spécialiste des questions qui ont trait donc à la lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Mais je suis aussi expert en la blockchain. Et je pense que, comme Johannes l'a dit, nous allons décortiquer. En tout cas, dans cet épisode, nous allons parler de blockchain. Merci. Super, merci. Donc, vous l'avez compris, nous recevons aujourd'hui le CEO de EasyChange. Je précise qu'il est également cofondateur. Il n'a pas précisé, mais moi, je l'ajoute. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. La première question qui nous vient déjà, c'est la blockchain. On a dit qu'on allait parler de blockchain. Les gens se demandent c'est quoi concrètement la blockchain. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de blockchain, c'est quoi de manière simple, pratique? D'accord. La blockchain, c'est déjà une technologie. Donc, on dira une technologie de stockage et de transmission de données d'information. Ça, c'est la blockchain en tant que la technologie. Mais quand on va parler ici de la blockchain d'une crypto-monnaie, par exemple la blockchain de Bitcoin, là, on parlera d'une base de données. Donc, c'est cette base de données qui nous permet de stocker, d'accord, toutes les informations de transaction du Bitcoin depuis la création jusqu'à ce jour. Et ça va continuer. Donc, la blockchain de Bitcoin, c'est donc une base de données. Alors, cette base de données, elle est particulière. Cette base de données est particulière parce qu'elle est constituée de blocs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de blockchain. D'accord? En français, on dira la chaîne de blocs. Donc, cette base de données est constituée de blocs et c'est dans ces blocs-là que les informations sont sauvegardées. C'est dans les blocs que les informations sont sauvegardées. Alors, dès qu'on a un certain nombre d'informations, de transactions, d'accord? Dans un bloc, il se crée un nouveau bloc et ainsi de suite. De cette façon, on a la chaîne de blocs parce que les blocs sont liés entre eux. Donc, voilà ce que je peux dire pour la définition de blockchain. D'accord, merci pour cette définition, je vais dire, qui est excessivement, qui est détaillée. Donc, je retiens que c'est une base de stockage qui permet de sauvegarder des données et de les transmettre en quelque sorte. Merci. Et là, vous avez commencé par parler du fonctionnement. Je ne sais pas si vous pourrez peut-être plus détailler ce paramètre-là pour ceux-là qui nous reçoivent. D'accord. Donc, comme je l'avais dit, déjà, il faut noter qu'à l'origine, je vais me baser sur le Bitcoin, c'est la crypto-mère. Et ici, puisqu'on est en train de parler on est dans un domaine de crypto-monnaie, donc on va se focaliser sur la blockchain en prenant en compte la deuxième définition que j'ai donnée, donc celle qui appelle à la base de données, à la base de données de Bitcoin. Et nous allons travailler aussi, nous allons parler de Bitcoin ici. Donc, quand je prends le Bitcoin, à l'origine, il y a un premier bloc qui a été créé. Et ça, c'est le 3 janvier 2009 que Satoshi Nakamoto, d'accord, ce groupe de personnes ou, en tout cas inconnues jusqu'à là, on n'a pas son identité.
Et donc, il a lancé la première transaction et donc, on a eu le premier bloc de Bitcoin le 3 janvier 2009. Et depuis ce temps, quand ce bloc a eu le nombre de transactions données, comme je l'avais dit, il y a un nouveau bloc qui s'est créé. Mais entre ces deux blocs, il y a un lien. D'accord? Dans les prochains épisodes, je pense qu'on va venir beaucoup plus en détail dessus. Mais il y a un lien entre ces deux blocs. Et quand le second bloc a atteint aussi le nombre de transactions données, il y a eu un troisième bloc et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est à un certain nombre de blocs en parlant de transactions, en parlant de blocs de blockchain de Bitcoin. Donc, c'est cette configuration-là qui donne à la blockchain sa sécurité. Et c'est pour ça qu'on parle de blockchain comme une technologie très sécurisée, transparente et puis décentralisée. Parce que la façon la blockchain est constituée, cela le rend invulnérable et donc cela empêche à tous ceux qui veulent, par une transaction, modifier les informations d'une transaction ou falsifier une transaction, ça leur rend la tâche très difficile parce que pour le faire, il faut aller toucher toutes les transactions qui ont été, tous les blocs qui ont été depuis l'origine, donc depuis le 3 janvier 2009 jusqu'à ce jour, ce qui est quasiment impossible. Et donc, c'est pour ça on dit de cette technologie-là qu'elle est très sécurisée. D'accord. Alors, on dit généralement qu'il n'y a pas d'avantages et inconvénients. Vous avez parlé des avantages, mais je me demande dans le même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas d'inconvénients pour la blockchain? Avantage, oui. Vous l'avez cité, nous l'avons vu. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénients? Oui, toute technologie, en tout cas, qui a des avantages, doit avoir des inconvénients. Ici, mais à la blockchain même, d'accord, quand je prends une blockchain publique, d'accord, quand je vais parler, par exemple, d'inconvénients, je peux dire, oui, elle est transparente, mais tout, tout n'est pas transparent dans la vie. C'est-à-dire, on ne peut pas tout mettre à la place publique dans la vie. Mais à côté, je pense qu'à ces inconvénients, il y a des solutions. C'est pour ça qu'il y a des blockchains qui sont privées, il y a des blockchains qui sont hybrides. Donc, sur ces blockchains, tout ce qui est diffusé, par exemple, je prends une banque. Une banque qui développe une blockchain publique, c'est déjà que ce qu'on appelle la confidentialité des informations. Ça veut dire si X vient faire un dépôt, quelqu'un peut le voir, Y vient faire un retrait, quelqu'un peut le voir sur cette blockchain. Donc, on peut dire sur la blockchain publique que c'est un inconvénient. Mais comme je l'ai dit, la solution à cet inconvénient sort en même temps parce qu'il y a la possibilité de faire une blockchain qui est privée ou hybride selon le cas et tout. Donc, voilà ce que je peux dire. Maintenant, je vais profiter pour parler des défis que toute blockchain aujourd'hui essaie de résoudre, ce qu'on appelle le trilemme, d'accord? Trois défis, trois grands défis que toute blockchain essaie de résoudre. On va parler de la sécurité, d'accord? Donc, quand la blockchain est très sécurisée, il faut que la blockchain, deuxième défi, que la blockchain puisse répondre à la question de décentralisation, d'accord? Que la blockchain soit vraiment décentralisée. Et troisième défi qui vient en même temps, il faut que la blockchain soit scalable. Donc, que cette blockchain puisse contenir, puisqu'on parlait de base de données, que cette base de données puisse contenir autant d'informations et puis que ces informations-là, qu'on puisse en créer autant à un temps, dans un espace de temps donné. Et ce qui est aujourd'hui un grand problème, par exemple, quand je prends le cas du Bitcoin, puisque j'ai dit en l'entame qu'on va beaucoup l'évoquer, aujourd'hui, le Bitcoin n'arrive pas à résoudre le problème de scalabilité parce que quand je prends même le cas de Western ou comment je vais dire, d'autres sociétés qui font dans le milieu de finance, ils font plus de transactions en seconde que la blockchain. Le nombre de transactions en seconde que la blockchain peut supporter, la blockchain de Bitcoin peut supporter aujourd'hui est très limité. D'accord? C'est bien sûr pour ça que Ethereum est venu et il y a eu plein d'autres blockchains qui ont essayé de régler le problème de scalabilité pour permettre qu'il y ait autant de transactions par seconde sur la blockchain. Mais au fur et à mesure qu'une blockchain règle le problème de scalabilité, il y a le problème de sécurité qui se pose encore. La blockchain de Bitcoin est très safe, très sécurisée, mais il y a le problème de scalabilité qui n'est pas encore très réglé. Donc, c'est ces défis-là que je peux prendre aussi
comme inconvénient parce que vous savez, on est plus de 8 milliards dans le monde entier. Et si chacun décide de faire une transaction dans la même seconde, il faut qu'on puisse avoir une base de données qui supporte ce volume-là et que les transactions ne puissent pas s'aligner, qu'on attende que la première transaction soit validée avant. Et donc, je crois que sur la blockchain du Bitcoin, on a eu ce problème où des transactions sont restées des semaines durant avant d'être validées, ce qui n'est pas bien pour quelqu'un qui veut régler une facture en urgence et tout. D'accord. D'accord, merci. Donc, merci beaucoup pour ces précisions. Je retiens que des inconvénients, les avantages, je vais dire, en remportent sur les inconvénients, parce que les C'est inconvénients, vous n'avez pas, il n'y a pas assez d'inconvénients c'est bien comparativement ça. aux avantages. Euh, Aussi, de votre intervention, vous parliez de blockchain public, vous avez parlé de blockchain privé et de blockchain hybride. Je demande là, est-ce que ce sont là les différents types de blockchain déjà qui existent ou bien il y en a d'autres? Ou bien ces trois facteurs, ces trois catégories, je vais dire, est-ce que ce sont les différents types de blockchain qui existent? Oui, je peux en citer en dehors de public, privé, hybride. Il y a des blockchains qui sont consortiums, c'est-à-dire qui appartiennent à un groupe de personnes. Et c'est ce groupe-là qui a accès aux informations qui sont à cette base de données, en tout cas aux informations qui sont sur cette blockchain. Donc, ça peut être une société, ça peut être un groupe de sociétés qui essaie de développer cette blockchain pour des questions spécifiques qui ont trait à ce groupe de personnes-là. Donc, voilà. Donc, on a les blockchains publiques décentralisées que tout le monde peut vérifier. N'oublions pas, on a dit la blockchain, c'est une base de données. Donc, cette base de données, elle est à consulter et à tout moment pour une blockchain publique, où que tu sois, tu peux vérifier ce qui se passe dessus à tout moment. D'accord? On a les blockchains qui sont privées. Elle est privée, donc soit pour une compagnie, soit pour une société. Ce n'est que ceux qui ont les accès pour cette blockchain qui peuvent consulter cette blockchain-là. Et puis, on a hybride, donc une partie publique et une partie aussi privée. Et après, on a les blockchains qui sont consortiums, voilà, qui appartiennent à un groupe de personnes. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font la confusion, parler de blockchain, ils l'assimilent aussi aux crypto-monnaies. Donc, la question qui me vient, c'est est-ce que quand on parle de blockchain, est-ce qu'on parle forcément de crypto-monnaie? Parce que beaucoup de personnes mélangent les deux expressions. Merci pour cette question, Johannes. C'est une très bonne question. Et il est important de clarifier, est-ce que la blockchain, c'est la crypto-monnaie? Est-ce que la crypto-monnaie, c'est la Ah, blockchain? Et sur cette question, je te dis déjà que ces deux notions, il y a des gens très, en tout cas, dans des sectes très élevés, technocrates, qui continuent encore de se mélanger, de confondre la blockchain et les crypto-monnaies. Et moi, je m'en vais dire à la communauté ici que la blockchain, elle est une technologie, elle est une base de données, elle est carrément différente de ce qu'on appelle les crypto-monnaies, quant à elles, qui sont une monnaie numérique. Et voilà. Donc, il n'a pas à confondre la blockchain à la crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont basées sur la technologie blockchain. D'accord? Elles utilisent cette technologie pour fonctionner, mais elles ne sont pas la blockchain elle-même. D'accord? Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que les crypto-monnaies, euh, quand bien même que les crypto-monnaies sont basées sur la blockchain, on peut l'utiliser dans d'autres domaines. D'accord? Au niveau dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation et dans plein de domaines, on peut utiliser encore la blockchain. Donc là, on n'est plus dans la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on dira si on est en train déjà de confondre la blockchain à la crypto-monnaie? Donc, je profite et je dis parce que quand tu es dans le milieu des crypto-monnaies, d'accord, et tu as discuté avec d'autres institutions, ou quand tu es dans le milieu de la blockchain et que tu es en train de faire peut-être dans la blockchain de la santé, d'accord, et tu discutes avec d'autres institutions qui ne comprennent pas forcément de quoi il s'agit. Du moment où ils ont vu blockchain sur tes documents, ils se disent tu es dans la crypto-monnaie, explique-nous, mais voilà. OK. Et donc, c'est vraiment une problématique qu'il faut relever, traiter. Merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, on comprend directement et clairement, je veux dire que quand on parle de blockchain, on ne parle pas forcément de crypto-monnaie. Parce que vous avez parlé de domaine d'intervention de la blockchain. Et par rapport à cela, justement, vous parlez de la santé, qu'on pouvait utiliser la blockchain pour la santé et l'éducation. Donc, j'aimerais demander, est-ce qu'il y a un cas pratique, un exemple, je vais dire, que vous pouvez me donner sur un cas d'utilisation de la blockchain dans un autre domaine autre que la crypto-monnaie? D'accord. Je peux donner le cas d'une application qu'on appelle Educhain.
Donc, cette application EduChain, c'est une blockchain qui a été développée dans le milieu éducatif pour certifier les diplômes, pour les rendre accessibles et authentifier les diplômes. Parce que vous savez, on a cette problématique aujourd'hui de falsification des diplômes. Et donc, quand bien même quelqu'un vient vers toi avec un MBA, tu te poses la question, est-ce que c'est où le diplôme a été obtenu? Est-ce que le diplôme est authentifié? Il y a même des compagnies qui sont obligées d'écrire à l'école où la certification ou la formation a été faite pour certifier est-ce que telle personne de telle année à telle année a fait une formation dans leur établissement et tout. Pour éviter tout ça, il y a cette blockchain qu'on appelle EduChain qui permet donc à l'établissement de ne pas écrire un courrier, mais de vérifier sur la blockchain directement et d'avoir toutes les informations qui sont là. Donc ça, c'est par exemple un cas d'usage. Mais quand je prends aussi le domaine de la santé, il y a MediBlock qui fait exactement la même chose aussi, centraliser et inscrire tout ce qui est information de santé d'une personne au niveau de cette blockchain pour permettre, quand il n'est plus dans son pays et il est ailleurs, que cette blockchain puisse donner tout ce qui est antécédent sur sa santé, de quoi il avait souffert par le passé et quel traitement il a reçu. Et ces informations-là sont importantes, sont très importantes pour continuer le traitement à lui appliquer pour la suite. Et donc, il y a également cette blockchain-là qui existe. Mais je profite aussi pour passer l'annonce de EasyLab. EasyLab, qui est un laboratoire que EasyChain est en train de mettre en place, qui va recevoir des projets, d'accord, qui sont du domaine de la blockchain, pas forcément la blockchain sur les crypto-monnaies, mais dans tout type de domaine, et qui va commencer d'ici là et à sortir aussi des projets sur d'autres applications donc de la blockchain. D'accord, d'accord. D'accord, merci beaucoup pour ces détails. Alors, d'ici là, vous avez parlé de l'implémentation de la blockchain dans plusieurs domaines. Ce que je m'avais demandé, est-ce qu'en Afrique, parce que nous connaissons nos réalités, est-ce qu'actuellement en Afrique, est-ce que cette l'implémentation, je vais dire, est faite? Est-ce que beaucoup de personnes utilisent déjà la blockchain pour peut-être authentifier les diplômes ou dans le domaine de la santé? Est-ce que les gens le font réellement en Afrique? Oui, en Afrique, je ne pourrais pas donner des exemples très clairs, mais ce que je sais, c'est qu'il y a pas mal de projets qui sont en développement. On participe à des hackathons où de jeunes étudiants, de jeunes entrepreneurs donnent leurs idées sur un service, sur la blockchain et tout. Et je suppose que ces services sont encore en développement et voilà, et qui vont sortir bientôt. Mais je n'ai pas idée clairement d'une entreprise qui développe d'autres applications, d'accord, de la blockchain en dehors des crypto-monnaies, du transfert d'argent, de tout ce qu'on connaît et qui a déjà scalé et qu'on connaît en tout cas sur le marché. Bon, il peut y en avoir, mais je ne peux pas donner un exemple clairement ici. Ok, d'accord. Donc, j'ai retenu, j'ai entendu parler de EasyLab. Donc, j'espère si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à écrire au CEO de EasyChain pour avoir plus d'informations. Alors, merci beaucoup pour ces précisions-là. Alors, la question qui me revient là directement, c'est est-ce que pour quelqu'un qui veut se lancer dans les crypto-monnaies, je vais dire blockchain, est-ce que vous avez un conseil particulier pour ces personnes? Quelqu'un qui veut se faire former, par exemple, et tout. Oui, mon conseil est de se faire former parce que aujourd'hui, c'est ce dont tout le monde a besoin. Je crois que dans le domaine des crypto-monnaies, on dit Dior, il faut faire ses propres recherches, d'accord? Et quelqu'un qui est intéressé par la blockchain, les crypto-monnaies, c'est de se faire former. C'est d'ailleurs pour ça, nous, on fait de l'éducation à travers ces épisodes de Studio Café Crypto pour donner plus d'informations à ceux qui sont intéressés à comprendre sur ce domaine-là. Mais pas que euh, notre studio qui peut donner ces informations. Il y a plein d'informations qu'on peut trouver sur Internet. C'est de se lancer et ça dépend de ce que la personne veut faire, en fait. Si la personne veut devenir développeur blockchain, donc développer des applications, des services sur la blockchain, également là, il faut être d'abord à la base informaticien et puis se spécialiser dans le développement blockchain. D'accord. Et je pense qu'au Bénin, il y a des formations qui sont données dans ce cadre-là aussi. Et ceux qui sont intéressés, s'ils nous écrivent, on va les orienter. Déjà qu'au niveau de EasyChange, il y a des développeurs blockchain qui peuvent les accompagner également. Donc, voilà un peu, selon ce que chacun veut faire, c'est d'aller se faire former
D'accord? Très important de comprendre quels sont les fondamentaux de la blockchain, qu'est-ce que la blockchain apporte comme valeur ajoutée dans la technologie et puis de les utiliser. Et nous appelons toute entreprise aujourd'hui à aller chercher l'information sur cette technologie parce que d'ici quelques années, de plus en plus, cette technologie sera utilisée dans presque tous les domaines. Merci beaucoup. Merci pour ces détails, pour ces informations très enrichissantes. Alors, nous sommes pratiquement, je vais dire, à la fin de notre interview. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à l'endroit de ceux-là qui nous reçoivent. Oui, je demanderai à la communauté de nous suivre parce qu'on fait cet effort d'éducation financière, d'apporter l'information qu'il n'y a pas partout, d'ailleurs, sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, sur la DeFi et sur tout ce qui est de ce secteur-là à la communauté pour que vous puissiez suivre, relayer, partager, aller sur nos pages réseaux sociaux, notre compte YouTube et suivez-nous. Et puis d'ici là, on va continuer de faire le travail. C'est vous qui nous donnez la force. Et donc, quand vous nous donnez la force, forcément, on va continuer dans ce sens-là. Merci. Alors, merci à vous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, nous avons parlé de blockchain. Nous avons reçu M. Edouard Oublenou, qui est CEO de Zchain, comme je l'avais dit à l'entame, qui a plusieurs casquettes, je vais dire. Il est CEO, il est le cofondateur de Zchain. Il est expert en blockchain, il est spécialisé dans les cryptos de blanchiment. Et aujourd'hui, nous n'avons pas parlé d'achat et de vente parce que EasyChain, c'est la plateforme qui est spécialisée dans l'achat et la vente de crypto-monnaies avec les moyens de paiement mobile. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de ça. Peut-être prochainement, dans d'autres interviews, nous parlerons de ça. Mais aujourd'hui, nous avons décortiqué ce qu'est la blockchain. Nous avons parlé de son origine, de son fonctionnement, de ses avantages. Et nous avons vu également qu'il y a quelques inconvénients, mais les avantages remportaient plus sur les inconvénients. Nous avons également parlé des cas d'utilisation de la blockchain. Donc, j'espère que vous avez tiré énormément d'informations de notre interview de ce jour. Parce que personnellement, bien que j'ai reçu M. Edouard, j'ai reçu énormément d'informations. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. Nous allons vous donner rendez-vous pour une autre interview. D'ici là, portez-vous bien.